maintenant, il y a Jorge Mondejar qui va venir nous parler de main et de bricolage. Merci, Jorge. Considérez vos mains. Elles sont une merveille architecturale de l'évolution. Pas moins de 27 os forment nos mains. C'est une bonne poignée. Nous les utilisons, comme vous savez, pour écrire, pour conduire, jouer de la guitare, mais aussi se curer le nez, par exemple. En fait, elles ont une anatomie extraordinaire. Le pouce, à lui tout seul, il est contrôlé par 9 muscles différents. Pensez-y la prochaine fois que vous irez sur Facebook. Enfin bref. Alors, même si notre grand cerveau est l'attribut évolutif qui nous caractérise parmi les animaux, dites-vous que sans nos mains, toutes nos grandes idées resteraient inachevées. Mais, pourtant, nous ne sommes pas les seuls animaux à avoir des mains. Nos cousins les grands singes, comme les chimpanzés et les orang-outans, ont aussi des mains, avec le même pouce opposable que nous, d'ailleurs. Mais les ailes d'une chauve-souris sont aussi des mains, tout comme les ailes d'un pigeon, la palette natatoire d'une baleine et la patte d'une grenouille. Les os qui les forment sont les mêmes, mais leur forme, leur taille et leur rang de mouvement sont légèrement différents. Et déjà, Charles Darwin, dans son livre sur l'origine des espèces, s'interrogeait sur le fait que la main d'un homme faite pour saisir, celle d'une taupe faite pour creuser, la jambe du cheval, la palette du marsouin et l'aile de la chauve-souris sont tous construits sur le même modèle. Et pour Darwin, la réponse était simple. Tous les animaux qui possèdent des mains sont étroitement apparentés, ce qui veut dire que nous sommes cousins des chauves-souris et de tous les autres animaux qui possèdent des mains. Et qu'en fait, nous les avons tous hérités à partir d'un même ancêtre commun. En effet, tous les animaux qui possèdent des mains sont des tétrapodes, c'est-à-dire des vertébrés qui possèdent 4 pieds ou 4 pattes. Et d'ailleurs, les dernières découvertes en paléontologie nous disent que nos mains ont commencé à évoluer il y a plus de 380 millions d'années. Mais en fait, essayez de comprendre à quoi ressemblaient ces tout premiers tétrapodes. Eh bien, c'était des animaux de cette taille-là, similaires à une salamandre, avec une très longue queue à l'arrière, et des pattes avant et arrière, comme ça. Voilà, avec ces pattes, il est difficile de marcher sur la terre. Voilà pourquoi on pense que les premières pattes ont évolué pour nager dans l'eau. Et ce ne sera que plusieurs millions d'années après l'apparition de ces premiers tétrapodes que les pattes serviront à marcher sur la terre et qu'elles évolueront pour former la grande diversité de formes et de types de pattes que nous connaissons aujourd'hui. Et d'ailleurs, nos mains ne sont qu'un type parmi tant d'autres. Et pourtant, elles sont toutes formées par les mêmes os et par les mêmes gènes, puisque toutes les mains commencent à se former de la même façon. Certains gènes s'occupent des doigts, d'autres du poignet, d'autres de la croissance, etc. Et même si l'aile d'un poulet et la patte d'une souris sont extrêmement différentes de l'extérieur, les différences entre elles sont dues à quelques petits changements génétiques et à 2 ou 3 bricoles au niveau des os du bras. Et ce sont ces bricoles, à partir d'un patron commun, qui permettent aux oiseaux de voler, aux baleines de nager et aux guépards de courir à plus de 100 km/h. Et aujourd'hui, comme Darwin, grâce aux découvertes en paléontologie, nous arriverons à reconnaître que les différences entre les pattes des tétrapodes ont évolué à partir de nos lointains ancêtres. Et que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui vous pouvez applaudir après vous avoir dit merci. Jorge, qui est assistant de recherche au Muséum national d'histoire naturelle. Merci, c'était très très clair. Mais en vous regardant, je vois aussi qu'on parle avec nos mains. Bien sûr. Donc, est-ce que nous sommes les seules espèces qui communiquent avec nos mains? Alors, communiquer avec les mains, dans ce sens-là, je pense que les mains, bien sûr, elles servent à faire des sons. Donc, certains animaux peuvent communiquer à travers de sons, comme certains dauphins, par exemple, qui tapent sur la surface de l'eau pour communiquer. Mais c'est vrai que l'utilisation de nos mains à travers le langage parlé est unique à l'homme, puisque nous sommes, en particulier, pour l'instant, les seuls animaux à produire un langage suffisamment complexe pour pouvoir aussi également le compléter avec une communication avec les mains. Alors moi, je vois très bien l'avantage évolutif d'avoir une main fonctionnelle qui marche, mais la main fonctionnelle qui marche, elle n'est pas apparue d'un seul coup. Il y a eu des embryons de main avant et qui n'étaient pas fonctionnels. Donc quel est l'avantage évolutif à avoir des embryons de main qui ne marchent pas encore? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ces embryons de main, comme vous dites, n'étaient pas des mains non fonctionnelles. C'était d'autres dessins, d'autres structures qui étaient, elles, parfaitement adaptées à l'environnement dans lequel vivaient ces animaux. Et par exemple, justement, en parlant du sélacanthe, on sait que les tétrapodes, donc les animaux avec des mains, ont évolué à partir du groupe de poissons qui contient les sélacanthes, et en modifiant légèrement les quelques os qui formaient leurs nageoires pour former des pattes avec des doigts. Mais ces poissons sarcoptérygiens, donc
à partir desquels les tétrapodes ont évolué, avaient des nageoires très différentes de celles des poissons actuels, mais qui leur servaient parfaitement pour se déplacer dans les cours d'eau, dans les mers peu profondes. Brièvement, quel est l'apport des connaissances les plus récentes par rapport à Darwin, à ce qu'avait découvert Darwin déjà? Bon, bien sûr, en fait, le cadre... c'est une bonne question. Alors, le cadre théorique, bien sûr, reste toujours le même. On travaille toujours sur cette théorie de l'évolution par sélection naturelle. Mais depuis la publication de son livre, bien sûr, il y a plein d'idées qui ont été soit réfutées, soit complétées, soit améliorées. Et justement, il y a toute une... Il y a plein de nouvelles découvertes, aussi bien anatomiques que génétiques, qui soutiennent les idées de Darwin. Mais bien sûr, il y en a d'autres qui, du fait de l'augmentation des connaissances, ont mis un peu à mal certaines idées qu'il proposait dans son livre. Merci beaucoup.